Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la thématique de la formation. Bien, on va commencer. Donc, simplement avant de démarrer et à aborder le sujet prévu aujourd'hui, vous rappeler des petites règles de fonctionnement pour ce webinaire. Donc, l'idée, c'est que si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser, mais en utilisant l'onglet questions. Donc, vous verrez que vous avez un onglet chat et un onglet questions. Le plus pratique, c'est de poser les questions dans l'onglet questions, puisque nous, ça nous permet de les traiter beaucoup plus facilement, et ça vous permet aussi, vous, de voter pour des questions qui vous intéressent. Et comme ça, nous, on peut traiter des questions en priorité, qui vont concerner plutôt l'ensemble des participants. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Quand je peux, je les traiterai au fur et à mesure, sinon on les regardera aussi à la fin du webinaire, de manière à répondre au maximum de questions que vous vous posez. Pour reposer un petit peu le cadre de ce webinaire, de cette intervention, donc ce webinaire a lieu dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle. C'est un événement qui se déroule du 4 octobre au 15 octobre 2021, évidemment, qui est organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et AnTRH Corse. On a organisé cet événement tous ensemble parce que nous sommes opérateurs du conseil en évolution professionnelle auprès des salariés du privé et des indépendants. L'idée, c'est de vous proposer en fait un événement 100% digital et gratuit, avec une centaine de webinaires sur des thématiques différentes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires si vous avez repéré des sujets qui vous concernent. Pour me présenter, donc je m'appelle Amélie Culot, je suis manager de service du conseil en évolution professionnelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'appartiens au réseau EVA. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un webinaire qui s'appelle « Je veux me former ». Donc on va commencer par quelques chiffres pour mettre cette thématique en perspective avec un petit peu les besoins, les actions des Français. Donc il y a un sondage de l'IFOP qui a été réalisé en 2021 qui démontre que 46% des salariés ont évolué au cours des 3 dernières années. Alors derrière cette notion d'évolution, on peut mettre ce qu'on veut, c'est-à-dire évoluer en interne à son entreprise, se reconvertir, développer des compétences supplémentaires sur un poste qu'on occupe pour varier son champ d'action. Pourquoi les Français décident d'évoluer professionnellement? On voit que les raisons sont multiples. Ils vont soit considérer que leur salaire est trop faible, donc le fait de bouger, d'évoluer leur permet parfois de négocier une rémunération plus élevée. C'est aussi l'envie de se dépasser, de relever un nouveau défi, de sortir de sa zone de confort. Ils déclarent aussi avoir besoin de changer d'ambiance de travail, tout simplement. Donc parfois, on ne se reconvertit pas, on change d'entreprise, on change d'univers. Le manque d'intérêt pour certaines de leurs missions, la pénibilité aussi de leur emploi, le fait que leur mission actuelle ne soit plus en accord ou pas en accord avec leurs valeurs, le fait qu'ils ne soient pas forcément d'accord avec leur manager ou le style de management de leur entreprise. Donc ça, c'est autant de raisons qui vont pousser à l'évolution professionnelle. Et finalement, un des facteurs de l'évolution professionnelle, c'est la formation. On a une enquête de l'OCDE qui démontre que 32% des Français qui sont âgés de 25 à 64 ans suivent chaque année une formation liée au travail. Donc on voit quand même qu'en France, la thématique de la formation prend quand même de la place dans la vie professionnelle des individus. Et puis selon un sondage réalisé avec le CSA en 2021, auprès de 1600 actifs, il y a un actif sur 5 qui est actuellement dans un processus de reconversion professionnelle. Donc finalement, la formation, peu importe à quoi elle mène, à de l'évolution interne, externe, à de la reconversion, c'est quand même un sujet qui préoccupe les Français et c'est une action dont les individus se saisissent de plus en plus. D'ailleurs, chez les indépendants, la proportion monte à 30%. Donc cette démarche de se former tout au long de la vie, c'est vraiment une démarche active et finalement, un des acteurs principaux de ça, c'est vous. Donc ce sujet de se former, on a souhaité l'aborder en faisant un focus surtout sur les dispositifs de financement. Mais avant ça, j'ai souhaité vous proposer déjà des questions, un petit peu des sujets au sujet desquels il faut vous préoccuper avant de chercher un financement de formation. Donc dans un premier temps, quand on veut se former, il y a déjà une phase où on va se questionner sur quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je possède déjà,
et quelles sont les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour exercer le métier visé. Donc, il y a une sorte de mesure des écarts à faire entre ce que je sais déjà faire, mon potentiel, et ce que j'ai besoin de développer. Une fois qu'on est plus au clair avec ça, on va aussi s'intéresser à ce que les employeurs, les entreprises recherchent. Quelles compétences ils recherchent chez les candidats qu'ils recrutent. Et une fois qu'on a mis ça à plat, on va aller chercher la formation qui va permettre d'acquérir ces compétences-là. Si on suit ce processus-là, on a une démarche assez constructive de son projet de formation. Et une fois qu'on a posé ça à plat, là, on rentre dans une phase où très souvent, parce que la formation, ça coûte cher, on va chercher comment financer son projet de formation. Donc, moi, je vais prendre un temps pour vous présenter un certain nombre de dispositifs qui permettent de financer la formation des salariés. Pour les demandeurs d'emploi, on abordera quelques dispositifs, mais comme nous, on accompagne les salariés du privé et les indépendants, les contenus de nos webinaires sont surtout fléchés sur les droits, les dispositifs qui s'adressent aux salariés et aux indépendants. Donc, quand je cherche un financement pour une formation, ce qui est intéressant, c'est de se poser aussi 6 petites questions. La première, c'est est-ce que je cherche un financement pour le coût pédagogique de ma formation uniquement, donc les frais de l'école, de l'organisme de formation, ou est-ce que je vais aussi avoir besoin d'un maintien de mon salaire, de ma rémunération pendant que je me forme, parce que ma formation, elle est à temps plein, elle dure longtemps, du coup, il faut que je m'absente de mon travail, du coup, si je m'absente de mon travail, il faut que j'ai un revenu. Donc, on a certains dispositifs qui permettent le maintien du salaire, je vous les présenterai tout à l'heure. Et puis, il y a certaines formations qui génèrent du frais annexe, parce que c'est des frais annexes, parce que c'est loin de la maison, parce qu'il faut trouver un logement, ou parce qu'on doit payer des frais de déplacement. Donc, il y a aussi certains dispositifs qui permettent de prendre en charge ce type de coût. Donc déjà, on fait un point global sur qu'est-ce qu'elle va me coûter cette formation, quel engagement financier, pour aller chercher le dispositif qui va répondre au mieux à vos besoins. Une autre question qui est intéressante de se poser, c'est est-ce que mon projet de formation il est partagé avec mon employeur ou est-ce que c'est vraiment une démarche individuelle? Ça, c'est important parce qu'à nouveau, on n'ira pas forcément solliciter les mêmes dispositifs si l'employeur est dans la boucle ou pas. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut clarifier dès le début. Et parfois, on a l'impression qu'on ne peut pas partager certains projets avec l'employeur, alors que ça peut être un levier d'action sur certains dispositifs, soit de cofinancer, soit d'aller présenter, argumenter son projet auprès de son employeur. Donc les actifs possèdent ce qu'on appelle un compte personnel de formation. Donc quand on veut se former, une des questions à se poser aussi, c'est est-ce que la somme dont je dispose dans mon compte est suffisante pour couvrir le coût pédagogique de ma formation? Et ça, c'est pareil, ça va permettre aussi de voir quel levier d'action on a, soit pour compléter, soit peut-être ça couvre tout et c'est suffisant. Et justement, je vous présenterai le compte personnel de formation juste après. Et une dernière question qui est importante, c'est est-ce que la formation qui m'intéresse, ou les formations qui m'intéressent, sont certifiantes? Parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de dispositifs de financement qui financent uniquement des formations certifiantes. Donc finalement, si on construit un projet de formation en ayant à l'esprit cette information-là, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure stratégie pour aller chercher un financement par la suite. Voilà. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont importantes de mettre à plat dès le début pour pouvoir construire la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action pour mettre en place votre projet de formation. Donc, de quel dispositif on va parler? En fait, à titre individuel ou au regard de votre situation professionnelle dans votre entreprise, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent vous aider à développer vos compétences ou vous reconvertir via la formation. Donc, on a le compte personnel de formation. On a un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Et les entreprises peuvent se saisir de ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est 3 grands dispositifs qu'on mobilise très souvent quand on veut se former. Et je vous présenterai un dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion, mais j'attire votre attention tout de suite et on en reparlera après. C'est pas un dispositif de financement, mais c'est malgré tout un dispositif qui permet de se reconvertir, notamment quand on a un projet de formation
Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant quand même de vous en parler aujourd'hui. Donc voilà les 4 grands dispositifs qu'on va aborder. Et puis j'ai prévu en fin de webinaire d'en citer quelques autres en complément pour vous informer au mieux. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions. D'ailleurs, je vais aller juste voir s'il y en a. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Très bien. Eh bien, je continue. Donc, le compte personnel de formation. Ben, peut-être moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le compte personnel de formation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé? Oui? Ok. Donc, tout le monde a créé son compte? Vous savez combien d'euros vous avez dedans et tout? Vous êtes tout à jour? Bon, je vois qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Ok, ça marche. Merci pour vos retours. Alors, donc le compte personnel de formation. Pour juste vous resituer un petit peu dans le temps, parce que c'est un dispositif qui est finalement assez récent, mais qui vient finalement remplacer d'autres dispositifs. Donc en fait, en janvier 2015, il y a la création de ce fameux CPF. Il remplace le DIF, le droit à l'individuel à la formation. Donc le compte personnel de formation, c'est un outil qui permet à tous les actifs d'acquérir des droits tout au long de leur vie professionnelle pour financer des actions de formation. Ça, c'est vraiment la vocation du compte. Et chaque personne a son compte individuel sur le site moncompteformation.gouv.fr. Ce compte, on ne peut plus s'en servir quand on est à la retraite. C'est tout. Sinon, dès l'instant même quand on est demandeur d'emploi, si on a de l'argent qui est disponible dans son compte, on peut s'en saisir. Donc c'est vraiment un compte qui nous suit tout au long de son parcours, tout au long de la vie professionnelle. En janvier 2019, le CPF, il est monétisé, puisqu'avant, en fait, le compte, dedans, on disposait d'heures qu'on pouvait mobiliser pour se former. Maintenant, on dispose d'euros. Et chaque année, le compte s'alimente en euros. Alors, comment il s'alimente? Eh bien, on est sur une base de 500 euros par an pour les salariés qui travaillent au moins un mi-temps et 800 euros par an pour les salariés qui sont considérés comme non qualifiés. Donc là, ce sont les personnes qui ont un niveau en dessous du CAP-BEP ou pour les salariés qui sont en situation de handicap. Pour les personnes qui travaillent moins qu'un mi-temps, ça sera simplement proratisé à leur temps de travail. Donc c'est normal qu'ils n'aient pas forcément la totalité de la somme dans leur compte. Et simplement pour attirer votre attention, les 800 euros, quand on est salarié non qualifié ou en situation de handicap, ils ne sont pas automatiques. C'est vous, il faut que dans votre compte, dans votre onglet espace personnel, vous puissiez aller préciser votre niveau d'études et si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. Sinon, le compte personnel, il ne sera pas en capacité de deviner votre situation et d'adapter le montant. Donc n'hésitez pas à faire cette mise à jour-là. Par contre, quand vous faites la mise à jour, ce n'est pas immédiatement effectif. Ça sera l'année prochaine qu'ils prendront en compte quand ils créditeront votre compte. Et en janvier 2020, le CPF s'ouvre aux travailleurs indépendants. Donc c'est la même règle d'alimentation générale, c'est 500 euros par an. Par contre, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, le compte ne se remplit pas. Et si vous avez une activité très partielle, à nouveau, ils vont proratiser. Voilà un petit peu le fonctionnement global du compte. Qu'est-ce qu'on peut financer avec le CPF? Eh bien, aujourd'hui, il y a plus de 14 000 formations qui sont référencées sur le territoire français. Donc, sur le site du compte personnel de formation, vous pouvez tout à fait faire une recherche par mots-clés, ce qui vous permet, vous, de pouvoir repérer les formations qui vous intéressent. Donc, qu'est-ce qu'on peut financer avec le CPF? Eh bien, on peut financer des diplômes, des titres qui sont à finalité professionnelle, ou même des blocs de compétences qui appartiennent à ces titres. On peut financer des certificats de qualification professionnelle. Donc là, on est vraiment sur des certificats de branche qui sont du coup portés par les branches professionnelles qui permettent de développer vraiment des compétences spécifiques. On peut aussi financer des parcours de VAE, des bilans de compétences ou des parcours d'accompagnement à la création-reprise d'entreprise. Il y a aussi le certificat CLEA et il y a des permis de conduire qui sont éligibles au CPF, permis B, permis C, etc. Donc on voit qu'on a une offre de formation
qui est quand même assez large, qu'on peut financer avec ce fameux compte personnel de formation. Vous n'avez pas de questions particulières? Non, je n'ai pas de questions particulières. Bon, je continue. Donc, ce compte personnel de formation, on peut s'en servir pour suivre une formation en dehors de son temps de travail ou sur son temps de travail. Si vous voulez faire une formation sur votre temps de travail, il va falloir vous adresser à votre employeur pour demander une autorisation d'absence. Donc, dans le cadre du CPF, le délai de prévenance, si la formation elle est inférieure à 6 mois, vous devez demander l'autorisation d'absence à l'employeur 60 jours avant. Si la formation elle dure plus que 6 mois, il y a un délai de prévenance auprès de l'employeur qui est de 120 jours avant la formation. Dans le cadre du CPF, votre employeur il n'a aucune obligation légale de vous laisser vous absenter pour la formation. Il peut tout à fait refuser. Par contre, on a régulièrement des salariés qui mettent en place des projets et qui arrivent à s'absenter pour réaliser leur projet. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus un projet qui est partagé avec l'employeur, puisqu'il y a maintien de la rémunération par l'employeur pendant qu'on s'absente. Donc c'est plutôt rare qu'un employeur laisse s'absenter la personne pour une formation qui n'a rien à voir avec son emploi. Mais le CPF, ça reste à la main du salarié, donc on peut aussi s'en servir en dehors de son temps de travail pour des formations qui n'ont rien à voir avec le métier qu'on exerce aujourd'hui. C'est vraiment une stratégie de parcours à construire, et parfois c'est intéressant de le partager avec son employeur. Alors, comme vous l'avez compris, nous, on a un service de conseil en évolution professionnelle. On est mandaté par l'État, c'est un service gratuit. Je reviendrai un peu plus tard sur son contenu. Mais j'ai souhaité à chaque fois vous montrer un petit peu ce que le conseiller ou la conseillère qui va vous accompagner, si vous le souhaitez évidemment, qu'est-ce que le conseiller peut vous apporter. Donc, si vous voulez utiliser votre CPF, le conseiller déjà peut vous aider à construire votre projet. Parce que c'est pas toujours facile de choisir la bonne formation. Sur certains métiers, il peut y avoir une offre de formation assez large et on peut avoir du mal à se repérer, à cibler la formation qui permet de développer les compétences requises. Et puis ensuite, il peut y avoir plusieurs organismes de formation aussi qui proposent la même formation avec des modalités distancielles, présentielles, une approche pédagogique différente. Donc c'est vous aider aussi à faire des choix. Et le conseiller peut aussi vous aider à mobiliser votre compte personnel de formation. Donc, comment le créer si vous ne l'avez pas créé, comment s'inscrire à une formation, comment marchent les abondements et les différentes modalités pour s'en servir. Alors, je vais juste reprendre le temps de regarder s'il y a des questions. Bon, je vois que mes acolytes sont réactifs et vous répondent dans le chat. Alors, un travailleur en portage salarial, bon, je vois que Ludovic est en train de répondre. Bon, je vais laisser Ludovic répondre. Vérifier le montant acquis sur le CPF. Alors, pour la rémunération est maintenue. Alors, excusez-moi, je vais faire une question à la fois. Oui, la rémunération, elle est maintenue dès l'instant qu'il y a autorisation d'absence. Donc, si vous sollicitez votre employeur pour utiliser votre CPF sur votre temps de travail et que votre employeur est d'accord, vous donne l'autorisation de vous absenter, dès lors, il y a maintien de la rémunération. Simplement, ça, il faut bien le poser dès le départ, que tout le monde soit très au clair avec ça. Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des employeurs qui ont donné l'autorisation d'absence, sauf qu'ils ont mis des congés sans solde sur la fiche de paye, par exemple. Donc ça, il faut bien le poser à plat, que tout le monde soit très au clair. Mais légalement, dès l'instant qu'il y a autorisation d'absence, il y a maintien de la rémunération. Donc ça peut être aussi un frein. L'employeur peut se dire, non, moi, si ta formation, c'est une formation, je ne sais pas moi, en digital, qui n'a rien à voir avec ton poste de travail, moi je ne souhaite pas que tu t'absentes. Bon, là, ça remet en question votre projet. Alors, quand on part bientôt en retraite, si elle a un projet de formation qui lui est utile, du moment qu'elle mobilise son CPF avant sa retraite,
elle peut finalement mobiliser son CPF pour ce qu'elle souhaite, hein, si elle a un projet. Alors, ça peut être un projet très personnel. Par exemple, moi j'ai déjà accompagné des personnes qui étaient bientôt à la retraite, qui faisaient des formations en langue parce qu'elles avaient l'intention de voyager pendant leur retraite. Donc après, là, c'était plutôt des formations qu'elles faisaient en dehors de leur temps de travail. Et puis, après, ça peut être des formations. Il y a des gens qui ont l'intention de créer leur entreprise ou de monter une association. Donc, ça peut être des formations sur des compétences qu'elles souhaitent développer pour la suite, quand leur projet de retraite. En tout cas, il faut que ça intervienne avant la retraite effective, la retraite à taux plein. Parce qu'à partir de ce moment-là, le compte sera gelé et la personne ne pourra plus utiliser les euros qu'il y a dedans. Alors, pour les demandeurs d'emploi, si on utilise son CPF pour financer sa formation, il faut partager ce projet de formation avec Pôle emploi, de manière à ce que votre conseiller soit au courant que vous partez en formation. Et si le projet est partagé et que Pôle emploi, finalement, valide avec vous ce projet, ils peuvent tout à fait maintenir votre allocation chômage pendant la durée de votre formation. Simplement, ça, il faut que ça soit partagé et validé ensemble. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait un maintien. Si vos droits allocation chômage sont en cours, c'est tout à fait possible que ça soit maintenu. Quand vous allez vous actualiser, vous allez déclarer être en formation. Donc c'est pour ça qu'avant, il faut avoir validé ça avec Pôle emploi. Hein, sinon, effectivement, s'ils n'étaient pas au courant et que subitement vous vous retrouvez en formation, qu'ils ne connaissent pas votre projet et qu'ils ne savent pas, finalement, vous n'êtes plus disponible pour rechercher un emploi parce que vous vous formez, ça peut parfois poser problème. Si ça a été construit avant, ça, en général, il y a peu de problèmes. En tout cas, ça à partager, valider avec Pôle emploi en amont. J'ai jamais fait de formation depuis 14 ans que je travaille et mon compte formation est de 3 445 €. Alors pourquoi c'est pas plus haut? Bien, en fait, si vous allez dans votre compte, vous verrez l'historique, hein, comme on répondait dans le chat. Donc, avant 2015, il y avait le DIF, le droit individuel à la formation. Si vous travaillez depuis 14 ans dans la même entreprise, vous aviez peut-être acquis 120 heures de DIF, à moins que vous les ayez consommées. Hein, c'est possible aussi que dans votre entreprise, vous ayez eu des formations où vous ayez consommé vos heures de DIF. Quand on a 120 heures de DIF, on vient, grâce à une attestation qui nous a été remise fin 2014 par son employeur, créditer ces heures de DIF dans son compte. Donc, les 120 heures, c'est... j'ai un petit doute, mais je crois que c'est 9 € de l'heure. Ou 15 €, j'ai un doute. Je vais demander à mes collègues de vérifier. Ils vous mettront la réponse dans le chat. C'est 9 ou 15 € de l'heure, j'ai subitement un doute. Mais donc, quand vous déposez vos heures, bien, votre compte va les transformer en euros. Donc, il va multiplier 120 heures par 9 € ou 15 € de l'heure. Ça vous permet déjà de créditer votre compte avec les heures de DIF que vous aviez acquises avant. Et puis, à partir de 2015, le CPF, il était en heures. Donc, si vous travaillez à temps plein, vous acquériez 24 heures, qui ont été aussi transformées en euros. Et c'est seulement depuis 2019 qu'on acquiert 500 € par an. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est pas impossible que vous ayez 3 500 € dans votre compte aujourd'hui avec toute cette historique-là, parce que le système d'euros, il est récent. Donc, c'est pas 14 ans fois 500 €. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que j'ai réussi à être claire. Alors, je fais une dernière question, puis ensuite j'aborderai un autre dispositif de financement. Alors, je suis professeure dans l'éducation nationale, j'ai dans mon CPF des heures, mais également des euros acquis suite à une activité salariée en entreprise. Ah ben voilà, je vais laisser Ludovic vous répondre, puisque je vois qu'il est lancé. J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'assistent aujourd'hui. Bon, je vais continuer avec un autre sujet, qui est donc le dispositif qu'on appelle le projet de transition professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet de transition professionnelle? Donc, c'est un dispositif qui est récent, hein, qui est né de la loi sur la liberté de choisir son avenir, donc promulguée en 2018, avec un dispositif qui, du coup, est effectif au 1er janvier 2019. Le projet de transition professionnelle, il remplace le CIF, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le congé individuel de formation. Donc, le CPF, le compte personnel de formation, remplace le DIF, et le PTP remplace le CIF. Donc, vous aviez peut-être déjà entendu parler des fonds GESIF. Aujourd'hui, les fonds GESIF s'appellent Transition Pro et mettent en place le projet de transition professionnelle.
Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui permet au salarié de s'absenter de son poste de travail avec maintien de sa rémunération pour suivre une formation certifiante. Donc, vous voyez, tout au début, je vous disais, attention, est-ce que la formation que j'ai choisie, elle est certifiante? On a vu que dans le CPF, il y a quand même beaucoup de formations qui sont éligibles, qui sont certifiantes, pour la plupart. Et on voit que le PTP, ça finance uniquement des formations dites certifiantes. Et pareil, là, c'est important que vous notiez la différence. Le CPF, on peut financer finalement n'importe quelle formation qui nous intéresse, qu'elles aient un rapport ou non avec l'emploi qu'on veut faire, qu'elles nous permettent ou pas de nous reconvertir, c'est égal. Alors que le PTP, ça finance uniquement des formations qui vont vous permettre de changer de métier. Donc le PTP, c'est un dispositif de financement de formation quand on veut se reconvertir. Qui est-ce qui gère les financements? Eh bien, ce sont les transitions pro. Donc, vous avez un transition pro par région. Donc, vous, il suffit sur Internet que vous tapiez transition pro et le nom de votre région, vous trouverez leur site. Donc, pour savoir à quelle transition pro on est rattaché, c'est en fait le transition pro de là où on travaille ou de là où on habite. Et Transition Pro, ils ont des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, CPIR, qui vont étudier les demandes de financement et décider ou non du financement d'un projet. Alors, je disais, il y a maintien de rémunération. Oui, quand on fait une demande d'autorisation d'absence et qu'on fait la formation sur le temps de travail. Dans le PTP, on peut quand même aussi demander une prise en charge du coût pédagogique de la formation pour faire une formation en dehors de son temps de travail. Dans ce cas, votre employeur n'a pas besoin d'être sollicité ni informé. Donc après, c'est aussi des stratégies de parcours et de projets à mettre en place. Je reviendrai plus en détail sur ces aspects d'absence et de formation finançable. Alors, qui peut bénéficier du projet de transition professionnelle? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne une photo un peu générale pour vous donner l'info qu'en fait, dès l'instant qu'on est actif, qu'on travaille, qu'on est salarié, on peut ouvrir des droits au PTP. Simplement, les conditions pour être éligible, pour pouvoir le mobiliser, elles vont être différentes suivant si on est salarié en CDI, salarié en CDD, intérimaire, intermittent du spectacle. Vous voyez, par exemple, un salarié en CDI, il faut qu'il ait au moins travaillé 24 mois dans sa vie, en fait, qu'il ait une activité salariée, dont 12 mois dans son entreprise actuelle. Donc, il faut qu'il ait 1 an d'ancienneté dans son entreprise actuelle. Le salarié en CDD, lui, c'est pareil, il faut qu'il ait 24 mois de travail salarié dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD. Donc vous voyez que à chaque fois, c'est des petites choses différentes suivant le statut qu'on a. Les intérimaires, ça va être en nombre d'heures, notamment aussi un nombre d'heures dans l'agence de travail temporaire, dans la branche dans laquelle on travaille. Les intermittents, on va plutôt compter en jours de travail ou en cachet au cours des 2 à 5 dernières années. Donc là, c'est vraiment du cas par cas en fonction de votre situation. Donc si vous allez sur le site de Transition Pro, que vous créez un espace personnel, vous renseignez les informations, ça vous permet déjà de vérifier un petit peu votre éligibilité. Et puis le conseiller en évolution professionnelle, il peut aussi vous aider à vérifier que vous rentrez dans le cadre de ce dispositif. Pour pouvoir mobiliser le PTP, il faut élaborer un projet de reconversion en respectant un cadre assez précis. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est d'abord être très au clair avec son projet. Quel métier je vise? Pourquoi? Est-ce que ce nouveau métier dans lequel je vais me reconvertir, il correspond réellement à l'idée que je m'en fais? Est-ce qu'il va bien correspondre aussi à ma vie personnelle, ma vie familiale, mes contraintes de santé éventuellement? Est-ce que la formation que j'ai choisie, elle est bien adaptée pour développer les compétences que demandent les recruteurs? Le conseiller en évolution professionnelle peut vraiment vous aider à construire votre projet. Une fois que vous êtes bien au clair avec votre projet, eh bien, il va falloir rencontrer des organismes de formation. Légalement, les organismes de formation doivent faire ce qu'on appelle un bilan de positionnement. Le bilan de positionnement, c'est vraiment prendre en compte d'où vous venez, votre expérience, vos compétences, les formations que vous avez déjà faites, mais aussi vos capacités d'apprentissage, vos capacités d'adaptation, votre volonté à apprendre de nouvelles choses. Et ils vont prendre en compte l'ensemble de votre parcours et vos capacités d'apprentissage pour vous faire une proposition de formation adaptée. Ça veut dire que ça peut être des formations plus longues, plus courtes,
avec des blocs de compétences en moins, parce que vous avez déjà acquis des compétences sur le terrain. Donc on est vraiment sur une proposition pédagogique adaptée. Et puis ensuite, si vous voulez faire votre formation pendant votre temps de travail, puisque souvent quand on se reconvertit, ça peut être des formations, par exemple, d'1 an à temps plein, et donc ça nécessite de se libérer pour se consacrer à sa formation, eh bien, il faut demander l'autorisation d'absence à l'employeur. Là, le conseiller, il a plus un rôle de vous informer. Les délais, les démarches administratives, les contacts à prendre. Et pour finir, eh bien, il faut déposer un dossier auprès de Transition Pro pour demander un financement. Et là, il s'agit de bien argumenter votre projet pour les convaincre que vous êtes au clair avec le métier que vous avez choisi, que vous vous êtes renseigné, que la formation que vous avez choisie elle est bien adaptée à votre besoin de développement des compétences, que le métier que vous avez choisi il offre des perspectives d'emploi qui correspond bien à vos motivations, à vos souhaits. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à rédiger. Et le conseiller, pareil. Il est expert dans tout ça, il a l'habitude d'accompagner les projets, il peut tout à fait vous aider à argumenter pour convaincre la commission. Donc, qu'est-ce qui est finançable avec le PTP? Eh bien, toutes les formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, mais aussi les formations inscrites au répertoire dit spécifique, ou des blocs de compétences qui appartiennent à des certifications enregistrées au RNCP, répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ça fait des milliers de formations finançables. Simplement que le fait qu'elles soient enregistrées au RNCP et au RS, c'est gage de qualité, parce qu'il y a tout un système de qualité de l'offre de formation qui permet de certifier, de reconnaître que les formations proposées sont qualitatives en termes de contenu, de référentiel. Donc ça, c'est important, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle formation. Et dès l'instant, il faut que cette formation elle soit aussi enregistrée au CPF, puisque quand Transition Pro va financer la formation, ils ponctionneront votre CPF. En fait, le PTP, c'est une modalité particulière de mobilisation du CPF. Donc ça, ayez en tête que votre CPF sera ponctionné, et puis eux, ils rajouteront le financement manquant, parce que le CPF, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 1800, 3400, ça couvre rarement, quand on veut s'absenter longtemps et une formation longue, ça couvre rarement l'ensemble des frais. Donc c'est aussi souvent pour ça qu'on finit par s'intéresser au PTP, parce que parfois le CPF ne permet pas de financer le projet. Quelle durée de formation prise en charge? Transition Pro, ils vont prendre en priorité des formations dites courtes, ça veut dire des formations d'1 année à temps plein. Pour eux, un temps plein, c'est un volume hebdomadaire supérieur ou égal à 30 heures. Ou des formations en discontinu à temps partiel, mais celles-ci qui n'excéderaient pas 1200 heures. Je dis bien en priorité parce que rien ne vous empêche de présenter un projet de formation plus long, sur 2 ans ou 3 ans. Mais au niveau des commissions, il y a des notions de priorité de financement, et les projets plus courts sont observés en priorité. Mais ils ne regardent pas que ça, ils regardent aussi la cohérence du projet, comment vous l'avez construit, les perspectives d'emploi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et ça finance quoi, le PTP? Ça finance le coût pédagogique, donc les frais pédagogiques de l'école. Donc là, on a des plafonds de 27,45 € de l'heure, hors taxe, et de 18 000 € hors taxe pour le coût total de la formation. Donc si jamais le devis dépasse ce plafond, eh bien c'est quelque chose qui restera à votre charge, ou alors il faut que vous trouviez avec quelqu'un pour cofinancer. Si vous faites une formation sur le temps de travail, il y a prise en charge de la rémunération. Donc si vous gagnez 2 SMIC, deux fois le SMIC, là la rémunération elle est maintenue à 100% pendant la durée de la formation, pour une formation à temps plein. Évidemment que si la formation elle est à temps partiel, vous travaillez à temps plein, la formation à temps partiel, Transition Pro, ils prendront en charge que le temps où vous êtes en formation. Et si vous gagnez un salaire supérieur à 2 SMIC, la rémunération elle est maintenue à hauteur de 90% pour les formations qui sont sur 1 année. Après, si ça s'étale dans le temps, ça peut diminuer jusqu'à 60%. Et comme je vous le disais, il y a automatiquement, pour le coût pédagogique, ponction de votre CPF.
Et Transition Pro propose aussi de prendre en charge des frais annexes, frais de déplacement, frais d'hébergement. Alors après, ça va dépendre de l'éloignement entre le domicile et le lieu de formation. Et il y a évidemment des plafonds de financement. Donc vous voyez que là, on est sur un dispositif quand même qui est assez complet. Et lorsqu'on obtient un financement, on peut se consacrer entièrement à sa formation parce qu'on sait qu'on a un revenu chaque mois, potentiellement des aides pour financer ses déplacements et que la formation est prise en charge. À nouveau, si on veut s'absenter de son travail, il va falloir demander une autorisation d'absence à son employeur. On va bien mentionner toutes les informations obligatoires et le maximum d'infos sur la formation. Date de début, date de fin, l'intitulé, le lieu, l'organisation, etc. Même prévoir des périodes d'interruption avec des congés. Plus on donne d'infos à l'employeur sur l'organisation de son absence, mieux c'est. Et mieux l'employeur sait à quoi il s'engage quand il vous autorise à vous absenter. Et c'est le même délai que tout à l'heure. 120 jours quand on veut s'absenter plus de 6 mois, 60 jours quand on veut s'absenter moins de 6 mois. L'employeur, il a 30 jours pour vous répondre. Il doit vous donner une réponse écrite et motivée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire non juste parce qu'il n'a pas envie. Il y a des motifs qui sont prévus par la loi. Alors, il peut refuser votre demande d'autorisation d'absence si vous ne respectez pas les démarches. C'est-à-dire, vous n'avez pas prévenu dans les délais, 60 jours ou 120 jours. Vous n'avez pas mis toutes les informations obligatoires sur votre demande d'autorisation d'absence. Voilà, ça par exemple, c'est des motifs de refus parce que vous n'avez pas respecté les démarches légales. Si vous respectez bien les démarches légales, délai prévence, mention obligatoire sur le courrier, etc., là, l'employeur, il ne peut pas refuser. En fait, le PTP, c'est un droit opposable à l'employeur. Si on fait sa demande en bonne et due forme, l'employeur ne peut pas refuser. Il peut uniquement reporter votre demande. Et là, il y a des motifs qui sont prévus par la loi, par exemple la gêne de l'activité, parce que votre absence pourrait pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, il peut utiliser ce motif, auquel cas, lui, il peut reporter votre projet de 9 mois maximum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il devra vous laisser partir en formation. Et un autre motif qui est prévu par la loi, c'est le fait qu'il y ait plusieurs salariés qui soient en formation absents en même temps. Donc là, il y a un pourcentage défini par rapport au nombre de salariés dans l'entreprise. Donc vous, il faut bien que vous pensiez à faire votre demande d'autorisation d'absence en recommandé qu'accusé de réception, de manière à pouvoir bien prouver que vous l'avez demandé et surtout que vous l'avez demandé dans les délais. Si jamais Transition Pro n'accepte pas de financer votre projet, ça arrive, parce que les budgets ne permettent pas de financer tous les projets qui sont prélancés en commission, vous pouvez être accompagné par un conseiller pour argumenter un recours, c'est-à-dire présenter des éléments d'argumentation supplémentaires pour essayer d'obtenir le financement. Et si le financement est accordé, vous vous lancez dans votre projet de formation, et puis une fois la certification obtenue, le conseiller, il peut vous aider à rechercher un emploi dans le nouveau domaine, parce que une fois qu'on a sa certification, on peut avoir besoin d'être accompagné aussi pour faire son CV, faire ses démarches auprès des employeurs, préparer son entretien. Et rassurez-vous, si vous ne trouvez pas un emploi tout de suite dans le nouveau domaine, à la fin de votre formation, vous pouvez tout à fait réintégrer votre entreprise, votre poste, enfin, votre entreprise a un poste équivalent avec un salaire équivalent. Donc ça permet quand même de sécuriser le parcours, tout ça. Alors, je vais prendre le temps de regarder un petit peu si vous avez des questions. Quel délai après l'accord du PTP par Transition Pro devons-nous réaliser la formation? Alors, quand vous passez en commission, en général, la date d'entrée en formation, c'est 1 mois. C'est dans le mois qui suit la commission. Alors, la commission, elle vous fait un retour très rapide. En général, dans les jours qui suivent la commission, vous avez une réponse sur le financement ou non de votre formation. Et Transition Pro, ils ont des calendriers. Donc, en fait, quand vous soumettez votre dossier pour passage en commission, dans le calendrier, on vous dit que la formation ne peut pas commencer avant telle date. Et en général, c'est 1 mois et demi après le passage en commission. Donc là, si je passais en commission de septembre, c'était plutôt pour une formation qui se déroulerait courant novembre, début novembre. Donc après, ça va assez vite. Et sur donc les calendriers, ils sont disponibles sur les sites de Transition Pro. Ça vous permet d'avoir un repérage dans le temps entre ma demande d'autorisation auprès de l'employeur qu'il faut que je fasse
2 mois ou 4 mois avant, les délais pour entrer en formation. En fait, le mieux, c'est que vous preniez la date de session de la formation et que vous fassiez une sorte de rétro-planning pour voir tout ce qu'il faut faire avant et est-ce que cette date de formation, elle est faisable ou pas pour vous. Mais ça peut s'enchaîner assez vite. Après, je vois que oui, toutes les questions, vous avez eu réponse à toutes vos questions. Vous n'avez pas de questions particulières sur le projet de transition professionnelle? Non, c'est clair pour vous? Ou même si vous voulez des précisions sur certaines conditions, je peux vous apporter des détails si vous le souhaitez. Alors, si l'employeur accepte, mais que le financement est refusé, on peut annuler notre demande. Ah bien sûr, donc en fait, quand on fait sa demande d'autorisation d'absence, vous verrez sur Internet, il y a des modèles de courrier type. Et dans le courrier type, c'est toujours précisé que la demande d'autorisation d'absence est soumise à obtention du financement. Ça peut être aussi obtention est soumise à, si c'est des organismes de formation ou des écoles qui font des sélections, des concours, on va aussi dire que c'est soumis à la réussite du concours. Donc en fait, dans votre autorisation d'absence, vous pouvez tout à fait bien préciser ce genre de choses, parce que si vous n'obtenez pas votre financement ou si l'école ne vous accepte pas, ça rend caduque finalement cette autorisation d'absence, et puis simplement vous restez dans votre poste. Après, effectivement, si l'employeur avait prévu de vous remplacer, etc., bon, c'est pas très pratique pour lui, mais légalement, vous, il n'y a pas de souci, vous restez dans le poste comme d'habitude. Est-ce qu'on peut en parallèle faire une demande pour une formation en alternance afin d'être sûr d'avoir une formation? Ah oui, alors c'est 2 choses complètement différentes. Donc rien ne vous empêche de faire une demande de financement PTP sur une formation en continu, où là vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, où vous allez plutôt faire des stages. Et en parallèle, si l'organisme de formation ou même un autre organisme de formation propose le même type de formation qui vous intéresse, mais en alternance, vous pouvez très bien rechercher un employeur pour obtenir ce contrat en alternance. Et puis après, vous ferez votre choix. Transition pro-finance, ça vous arrange, vous vous lancez comme salarié stagiaire de la formation professionnelle. Transition pro-finance pas. Là, par contre, il faudra vous libérer de votre emploi pour pouvoir signer votre contrat en alternance avec le nouvel employeur et faire votre formation en alternance. On est bien sur 2 dispositifs distincts, mais vous, en termes de stratégie de parcours, rien ne vous empêche de les mobiliser en parallèle pour effectivement avoir plusieurs cartes à jouer. Alors, comme je le disais au début de la présentation, nos webinaires, je réponds à Jean-Luc, nos webinaires, ils sont quand même surtout dédiés aux salariés du privé et aux indépendants. Donc, je vais juste, à la toute fin de la présentation, aborder très succinctement certains dispositifs pour les demandeurs d'emploi. Donc, si vous avez une attente forte par rapport à ça, je suis désolée, mais je pense que je ne répondrai pas à vos attentes. D'ailleurs, je vois qu'il est 43, donc je vais continuer. Allez, je continue. Je vais passer peut-être un peu plus vite sur un dispositif qui s'appelle le plan de développement des compétences. Donc le plan de développement des compétences, je vais vous faire un résumé. En fait, le plan de développement des compétences, c'est un dispositif qui est à la main de l'employeur. Ça s'intègre en fait dans la stratégie de l'entreprise de développer les compétences de ses salariés pour les aider à s'adapter à leur poste de travail ou à se maintenir dans les emplois qu'ils occupent. Mais c'est pas parce que c'est à la main de votre employeur que vous ne pouvez pas être force de proposition. Notamment lors des entretiens professionnels, rien ne vous empêche de partager votre projet de formation avec l'employeur et on peut très bien avoir des projets d'évolution interne conjoints avec l'entreprise. On a même des salariés qui cofinancent avec leur CPF, l'employeur vient compléter. Moi, j'ai déjà accompagné une personne, il n'y avait pas de volonté spécifique de l'employeur de développer ses compétences sur un sujet. C'est quelqu'un qui aimait bien faire du montage vidéo, qui était commercial. Et puis finalement, il est venu en entretien professionnel auprès de son employeur, il avait trouvé une formation en montage vidéo. Il était d'accord pour utiliser son CPF, mais ça coûtait un peu plus cher. Et finalement, ils se sont rendus compte que dans le cadre de son métier de commercial, il pouvait très bien monter des vidéos de promotion et puis s'en servir aussi dans son emploi. Et du coup, ce projet un peu personnel, il est devenu professionnel, partagé avec l'employeur. L'employeur a cofinancé
la formation parce qu'il restait 500 € à payer, et puis il l'a autorisé à s'absenter pendant 3 jours de son poste. Donc finalement, parfois, on pourrait avoir l'impression que son projet, il est que personnel, et quand on le partage, on se rend compte que parfois, ça peut être partagé, ça peut être cofinancé et construit avec l'employeur. Ça s'adresse, le plan de développement des compétences, à tous les salariés d'entreprise, peu importe leur contrat de travail. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, le financeur, c'est l'OPCO de référence. Donc, si vous voulez voir quel est votre OPCO, on vous met un lien dans le chat, ça vous permettrait de savoir quel est l'OPCO. Il faut rentrer votre convention collective ou votre numéro de SIRET, ça permet de savoir quel est votre OPCO. Mais votre employeur le sait, hein, quel est votre OPCO. De toute façon, vous ne pouvez pas solliciter l'OPCO en direct. Mais c'est simplement pour que vous soyez informés de qui finance. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est l'entreprise, en fait, sur ses fonds propres, qui budgétise son plan de développement des compétences. Vous verrez que le plan de développement des compétences, il finance des formations de manière beaucoup plus large que le CPF et le PTP, puisque là, on a des formations dites obligatoires et non obligatoires. Les formations obligatoires, c'est toutes les formations qui conditionnent l'exercice d'une activité. Par exemple, les caristes ou les conducteurs d'engins, ils ont régulièrement des recyclages ou des habilitations ou des permis à passer. Et bien ça, c'est une formation dite obligatoire, puisque réglementairement, pour exercer le métier, il faut l'avoir. Ensuite, on a les formations non obligatoires. Donc là, c'est des formations qui sont utiles en termes de compétences sur le poste ou pour de l'évolution interne, mais qui ne sont pas réglementées. Et dans le plan de développement des compétences, on peut financer toutes les actions de formation, les VAE, les bilans de compétences, mais aussi du tutorat, des congrès, des formations internes, des formations en situation de travail, de l'analyse de pratique. Dès l'instant que ça concourt au développement de vos compétences et que ça concourt à la stratégie de développement de l'entreprise, ça rentre dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc là, on est sur une approche assez large de ce qui est finançable. Après, évidemment, les OPCO ont des plafonds de financement, et pareil, l'entreprise a un budget qui n'est pas illimité. Donc il y a toujours une réalité financière. Mais en termes de formation, ça offre un panel très large. Le conseiller, qu'est-ce qui peut vous aider à faire dans tout ça? Identifier la formation la plus adaptée à votre projet pour que vous puissiez ensuite l'argumenter auprès de votre employeur, notamment lors de l'entretien professionnel. Après, il y a l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans, il a bien vocation à exprimer vos souhaits de formation. Et puis, le conseiller peut vous aider à connaître vos droits, les dispositifs et leur articulation. Tout à l'heure, je vous donnais un exemple de cofinancement employeur, CPF du salarié, etc. Des fois, il y a des montages auxquels on ne pense pas. Voilà, donc ça, c'était brièvement ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. J'ai souhaité vous en parler parce que parfois, on peut négliger des projets qu'on pourrait partager avec son employeur. Oui, quand on est demandeur d'emploi, on peut solliciter l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle. En fait, ce sont les conseillers Pôle emploi qui sont conseillers en évolution professionnelle. C'est simplement que, suivant le réseau, on ne s'adresse pas tout à fait au même public. Oui, alors, je pense que Arnaud, la question, c'était sur le PTP. Alors, quand on s'absente pour suivre une formation dans le cadre du PTP et qu'on a son autorisation d'absence, on continue à avoir ses congés payés, sa couverture sociale, et c'est bien l'entreprise qui vous verse votre rémunération. Vous avez donc un bulletin de salaire, et c'est Transition Pro qui rembourse votre entreprise. Donc, vous avez un statut de stagiaire de la formation professionnelle, votre contrat est suspendu, mais par contre, vous comptez toujours dans les effectifs, vous avez toujours votre couverture, vos congés, et l'entreprise, elle vous verse votre salaire. Alors, je continue. De rien, Arnaud. Je continue, parce que je vois qu'il est déjà 49, et j'ai tellement de choses à vous dire. Alors, je voulais quand même vous toucher un petit mot sur le dispositif d'émission reconversion. Donc, pour varier un petit peu, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui vous présente les points clés du dispositif. Donc, je vais lancer la vidéo. C'est parti.
lancez vers un nouveau projet professionnel, mais vous êtes en activité. Connaissez-vous le dispositif démissionnaire ? Quels avantages ? Il vous permet de démissionner de votre emploi et de prétendre à l'allocation chômage pour concrétiser votre projet de reconversion, de création ou de reprise d'entreprise. Qui peut en bénéficier ? Le dispositif démissionnaire s'adresse aux salariés en CDI qui justifient d'au moins 5 ans d'activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs. Vous devez également avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise ou avoir un projet de reconversion professionnelle bien préparé, nécessitant le suivi d'une formation professionnelle. Quelles sont les étapes à suivre ? Étape 1, vérifiez que vous êtes éligible au dispositif démissionnaire. Pour vous assurer que vous répondez aux conditions d'accès du dispositif, il vous faut renseigner un formulaire que vous trouverez sur le site Démission Reconversion. Étape 2, prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Cette étape est obligatoire et doit impérativement se faire avant la démission. Le conseiller vous accompagne dans l'élaboration de votre projet professionnel, quel que soit son niveau d'avancement. Étape 3, préparez votre dossier pour obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet professionnel. En fonction de la nature de votre projet, vous devez télécharger le dossier de demande d'attestation correspondant. Le conseiller vous accompagne aussi dans la constitution de votre demande, notamment pour compléter le volet CEP de votre dossier à constituer auprès du Transition Pro de votre région. Étape 4, réponse de Transition Pro. La réponse vous est donnée dans un délai de 2 mois maximum. Pour prendre sa décision, Transition Pro prendra en compte différents critères, selon que votre projet soit une formation en vue d'une reconversion professionnelle ou une création-reprise d'entreprise. Elle attestera ou non du caractère réel et sérieux de votre demande. Attention, Transition Pro ne prend pas en charge le coût de la formation dans le cadre de ce dispositif. La formation peut être financée par plusieurs acteurs, vous-même, Pôle emploi, la région. Votre conseiller peut vous aider dans l'étude de ces possibilités de financement avant de démissionner. Étape 5, vous inscrire à Pôle emploi. Après réception de l'attestation du caractère réel et sérieux de votre projet par Transition Pro, vous avez 6 mois pour vous inscrire comme demandeur d'emploi à Pôle emploi et faire votre demande d'allocation chômage. Étape 6, mettre en œuvre votre projet. Une fois inscrit comme demandeur d'emploi, votre projet devra se mettre en place dans les 6 mois qui suivent votre inscription, que ce soit pour suivre une formation ou pour une reprise ou création d'entreprise. À défaut, une sanction pourra être prononcée par Pôle emploi. Pour en savoir plus, contactez un conseiller en évolution professionnelle. Donc voilà, du coup, ce dispositif d'émission reconversion, vous l'aurez compris, il s'adresse bien à des personnes qui souhaitent se reconvertir, donc soit qui ont un projet de création-reprise d'entreprise, soit un projet de formation. Mais ce n'est pas un dispositif de financement du coût pédagogique de la formation. En fait, il va vous permettre de vous libérer de votre emploi en ouvrant des droits au chômage pour pouvoir mettre en place votre projet. Et comme c'est stipulé dans la vidéo, il va falloir réfléchir au financement de la formation. Donc souvent, on peut utiliser son CPF et on peut aussi mobiliser des financements de Pôle emploi de la région. On a aussi un certain nombre de personnes qu'on accompagne qui autofinancent leur formation, parce que parfois, il peut y avoir des formations courtes qui ne coûtent pas trop cher. Et à l'inverse du CPF, du PTP ou du plan de développement des compétences, il est obligatoire de se faire accompagner par un conseiller pour mobiliser le dispositif d'émission reconversion, par un conseiller en évolution professionnelle. Alors que le PTP, le CPF et le plan de développement des compétences, nous, on est là pour vous soutenir dans une démarche volontaire. Vous vous posez des questions, vous nous appelez, vous prenez un rendez-vous. Alors que pour d'émission reconversion, vous ne pourrez pas solliciter le dispositif sans avoir été accompagné par un conseiller. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'État de manière à sécuriser les parcours et veiller à ce que les personnes démissionnent pour des projets qui sont, dont la faisabilité est forte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui posait une question sur Proa. Alors, il est 54. J'avais prévu d'en parler très rapidement, donc je vais peut-être continuer. Ouais, je vais continuer, comme ça. Donc, effectivement, il existe d'autres financements. Donc, j'ai vu qu'il y a une personne qui parlait de Proa. Donc, j'ai listé ici d'autres financements. C'est très succinct, mais c'est pour vous donner un peu de perspective en plus des 4 qu'on vient d'aborder. Donc, il existe effectivement un dispositif qui s'appelle Proa. Ça, c'est à nouveau un dispositif qui est à la main de l'employeur.
La vocation du PROA, c'est bien une reconversion ou une promotion par l'alternance. Et ça va être un projet qui est partagé avec son employeur parce qu'en fait, on va faire un avenant à votre contrat de travail pour que vous puissiez suivre une formation en alternance pendant une durée définie et obtenir une formation certifiante. Donc très souvent, c'est en lien avec l'évolution dans l'entreprise, soit pour changer complètement de poste dans la boîte, soit pour évoluer en interne, gagner en compétences ou en technicité dans le domaine dans lequel on exerce déjà. Donc, du coup, la promotion par l'alternance, c'est un dispositif qui peut être très intéressant parce que ça permet de sécuriser, vous restez dans la même entreprise, il y a un maintien de votre salaire, simplement on modifie le contrat pour que vous puissiez vous former pendant la durée déterminée. Après, le seul point qui peut être compliqué pour la PROA, c'est qu'aujourd'hui, toutes les branches professionnelles n'ont pas encore rendu effective la PROA. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudra vérifier avec votre employeur que la branche dans laquelle vous travaillez a bien mis en place la PROA. Donc ça, c'est un point de validation, mais sinon, c'est un dispositif qui peut être très, très intéressant, effectivement. On a aussi un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, notamment pendant le confinement et cette période de crise sanitaire, c'est le FNE Formation. C'est un dispositif qui a été boosté dans le cadre du plan de relance par l'État pour que les entreprises, donc c'est aussi à nouveau à la main de l'employeur, mais rien n'empêche d'être force de proposition, j'insiste. Le FNE Formation, c'est pour les entreprises qui sont placées en activité partielle ou qui sont considérées en difficulté, et ça leur permet d'avoir des aides pour financer la formation de leurs salariés. Donc pareil, vous pouvez très bien repérer des formations qui vous intéressent et voir avec votre employeur si vous êtes en activité partielle ou en entreprise considérée en difficulté, voir avec eux pour obtenir un financement dans le cadre du FNE. Pour ce qui est des indépendants, en fait, tous les indépendants cotisent à ce qu'on appelle des fonds d'assurance formation. Après, c'est juste qu'ils ne portent pas le même nom suivant le domaine dans lequel on travaille. Si on est commerçant, artisan ou profession médicale, le FAF ne va pas porter le même nom. Mais vous cotisez tous à des fonds de formation. Donc ne pas hésiter à consulter le site ou à appeler votre fonds de formation pour savoir quels sont leurs taux de financement, quelles formations ils financent. Ça peut permettre soit de monter en compétences dans votre domaine, soit de vous financer des formations autres que dans le secteur dans lequel vous exercez. Les FAF, ils couvrent un panel assez large de formations, bien qu'ils ont vocation à quand même aider plutôt à développer des compétences dans le secteur dans lequel on exerce. Et pour les demandeurs d'emploi, il y a en fait deux grandes sources de financement de formation qui sont les financements de Pôle emploi. Alors, à travers le programme régional de financement de la formation. Donc là, si vous allez sur le site Ma formation de Pôle emploi, vous pouvez trouver, en fait, vous tapez des mots-clés et dans les formations, c'est inscrit si c'est financé par Pôle emploi ou par la région, donc dans le cadre du programme régional de formation. Donc, quand on est demandeur d'emploi, les deux grandes sources de financement, c'est Pôle emploi et la région. Sur Internet, c'est maintenant de plus en plus visible. Et je vous invite vraiment à aller sur le site Ma Formation, où c'est assez visible le nombre de places qui sont achetées par Pôle emploi, par la région. Donc ça, c'est des financements collectifs. Et puis, il peut y avoir des financements individuels. Là, il faut vraiment vous rapprocher de votre conseiller et construire votre projet avec votre conseiller Pôle emploi, qui, lui, est vraiment expert des financements pour les demandeurs d'emploi. Et lui, il va construire le parcours de financement le plus adapté à votre projet. Ils ont aussi l'AIF, une enveloppe d'allocation individuelle de formation. Il existe vraiment beaucoup de sources de financement, mais il y a des conditions particulières. Et puis, il y a aussi, dans le cadre du plan de relance, des enveloppes que l'État a ajoutées pour des publics en particulier. Donc après, il faut vérifier que vous soyez éligible. Donc là, ça serait difficile pour moi de rentrer dans les détails, surtout qu'il reste 1 minute. Donc voilà, du coup... pour les demandeurs d'emploi, les financements sont vraiment à considérer avec votre conseiller, mais sachez que l'information est quand même visible sur Internet. Oui, c'est ça, Hélène, je rebondis sur la réponse de Ludovic. Donc, si vous mobilisez le dispositif d'émission de reconversion, c'est que vous avez 5 ans d'activité continue dans les 60 derniers mois. Donc, avec ça, ça vous ouvre
2 ans d'allocation chômage, si vous avez moins de 50 ans. Donc, si vous faites une formation de 6 mois, 1 an, ça veut dire qu'il vous restera encore des droits ARE dont vous pourrez bénéficier si vous ne trouvez pas tout de suite du travail en sortant de formation. Par contre, si vous faites une formation longue, peut-être que vous aurez consommé tous vos droits. Ça va vraiment dépendre, comme vous disait Ludovic, de la durée de votre formation. Sachant que quand on fait un dispositif d'émission reconversion, on a 6 mois après son inscription pour rentrer en formation. Donc là, ça fait déjà 6 mois d'allocation chômage de consommer, si ça vous prend ce temps-là. Après, si vous faites une formation qui dure 6 mois ou 1 an, hop, ça rajoute 1 an. Donc ça fait déjà un an et demi d'allocation chômage de consommer, le temps de rentrer en formation et de faire la formation. Donc c'est vraiment dépendant de votre projet et de l'organisation de la formation choisie. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je vois qu'il est 11h. Du coup, moi, je vous invite à ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service gratuit, confidentiel. Vous avez affaire à un expert de l'accompagnement de l'orientation professionnelle et il y a des conseillers tout autour de chez vous. On a vraiment des conseillers en proximité sur le territoire. Et si vous voulez prendre rendez-vous, vous allez sur mon-cep.org. Et là, suivant votre statut, que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d'emploi, vous pourrez trouver l'organisme qui peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Julia, est-ce que Démission Reconversion est uniquement pour se former? Pour se former ou si on a un projet de création reprise d'entreprise. Les deux. Donc si vous avez aussi un projet de création en tête, ça peut fonctionner. Par contre, c'est les mêmes conditions d'éligibilité, il faut avoir travaillé 5 ans, etc. Mais ça peut être... N'hésitez pas à creuser la question. Si vous tapez sur Internet démission reconversion, vous tomberez sur le site de l'État. C'est tout expliqué. Bon, il est 11h02. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter... Ah, je vois qu'il y a encore une question. Allez, je reste un petit peu avec vous. Pouvons-nous récupérer les slides, s'il vous plaît? Alors, on ne va pas diffuser le support en tant que tel. Par contre, normalement, il y aura les replays de disponibles. Après, par contre, je vais laisser mes collègues vous répondre sur ce sujet de manière plus précise. Voilà, il y aura des replays. En fait, à chaque fin de webinaire, on met à disposition le replay. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et puis, si vous avez besoin de précision, à nouveau, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. C'est gratuit, donc on est là pour vous. Bon, si vous n'avez plus de questions... Ah, alors pour moi, c'était pas prévu qu'on vous donne les supports. En tout cas, ravi que le support vous ait été utile. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation dans vos projets. Et puis voilà. Au revoir.